Bonjour à toi qui m'écoute, j'espère que tu vas bien. J'avais très envie d'aborder aujourd'hui le sujet du perfectionnisme dans cet épisode de podcast. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je suis Ingrid Demey, je suis thérapeute holistique depuis 2016. J'ai commencé ma carrière en tant qu'ostéopathe avant de faire évoluer ma prise en charge vers le coaching et vers l'énergétique. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes à se sentir bien dans leur vie, à aimer leur corps, à se libérer de situations toxiques et les thérapeutes, coachs et entrepreneurs du bien-être à améliorer leur communication, développer leur activité et augmenter leur chiffre d'affaires avec éthique. Je suis sûre que si tu as cliqué sur ce podcast, c'est parce que toi-même tu te reconnais dans l'étiquette du perfectionniste ou alors parce que tu connais quelqu'un que tu identifies comme une personne perfectionniste. Je suis moi-même une personne qui coche beaucoup de cases du perfectionnisme. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à tourner cet épisode pour être totalement transparente et totalement honnête. Non seulement je l'ai écrit tardivement, mais en plus de ça, je me retrouve à avoir du mal à l'enregistrer parce que je n'arrête pas de bugger. Donc, j'ai pris la décision que cet enregistrement serait le bon. Donc, ne m'en veux pas, si je bug, ce sera un enregistrement parfaitement imparfait. Une personne qui est perfectionniste, c'est une personne qui va faire les choses avec beaucoup de soin, qui va accorder une très haute importance aux détails et surtout une très haute exigence. C'est très souvent, quand on est perfectionniste, on a tendance à être hyper exigeant envers les moindres détails. Par exemple, c'est quand tu dois recevoir quelqu'un chez toi et que tu te retrouves à nettoyer les joints de ta salle de bain à la brosse à dents, alors qu'il y a peu de chances que la personne aille mettre son nez sur les joints de ta salle de bain, tu peux pas t'empêcher de le faire parce que tu as une très haute exigence envers les moindres détails. Cette exigence, elle est aussi très forte envers toi-même parce que tu entres très très rapidement dans une sorte d'insatisfaction chronique à te dire tout le temps j'aurais pu faire mieux. Parce qu'en fait, quand on est perfectionniste, on refuse de réaliser que la perfection est imparfaite. Que ce qui est parfait, c'est ce qui est parfaitement imparfait. Et là où c'est très difficile à réaliser, c'est que du coup, on se dit toujours qu'on pourrait faire les choses mieux, qu'on pourrait faire les choses différemment et que le résultat pourrait être mieux. Donc, ça fait qu'on a une autocritique qui est également très forte envers nous-mêmes. Et en même temps, cette autocritique, elle vient avec une très faible tolérance envers nos propres erreurs ou envers ce qu'on perçoit comme être une erreur. Mais cette autocritique, elle se dirige aussi vers les autres. Parce que finalement, quand on est très autocritique envers soi, on finit par devenir très critique envers les autres aussi. Et ça, c'est un truc un peu moins agréable à prendre conscience et pourtant, c'est la réalité. Quand on est perfectionniste, on a également un besoin de validation qui est très élevé. En fait, on aimerait que les autres nous approuvent et nous valident tout le temps. Donc on aime recevoir des compliments et d'ailleurs on en a besoin. Mais en même temps, et c'est là où c'est compliqué, c'est que quand on a nous-mêmes la sensation que ce qu'on fait c'est jamais assez, on a du mal à accepter les compliments parce qu'on se dit soit que en fait on aurait pu faire mieux, donc ces compliments c'est juste de la gentillesse, c'est juste pour nous consoler, nous réconforter. Soit on se dit en fait non, ce que j'ai fait, je sais que je l'ai très bien fait, ça je sais que je sais faire cette action-là parfaitement. Donc en fait, c'est un peu la moindre des choses que tu me complimentes là-dessus. Ce qui fait que finalement, on n'est jamais dans un état où on accepte réellement les compliments parce que soit on se dit qu'on aurait pu faire mieux, soit il y a une espèce d'ingratitude qui se développe en mode c'est bien normal qu'on me complimente là-dessus parce que je fais les choses parfaitement. Donc voilà, il y a un petit côté mégalo qui peut se développer aussi quand on est perfectionniste. Et en fait, tout ça, ce besoin d'approbation et de validation, ça fait aussi référence à une extrême peur du regard de l'autre. La peur de la manière dont on peut être perçu, notamment par ce qu'on fait, mais en fait également sur ce qu'on est. Par exemple, si je reprends mon exemple du ménage frénétique avant que des invités arrivent, la peur qui est derrière ça, c'est qu'en fait, si tout n'est pas parfaitement propre et reluisant, la personne va le voir. Bon, déjà, il faudrait qu'elle ait un niveau de vigilance très élevé aussi. Et si la personne le voit, elle va se dire en conséquence, tiens, le ménage est mal fait, donc cette personne n'est pas une personne que je souhaite fréquenter. Voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça qui se passe dans le fond, dans la tête d'un perfectionniste. Tout simplement, en fait, le perfectionniste, il a besoin de contrôle. C'est pour ça qu'il fait les choses à fond et qu'il fait les choses jusque dans les moindres détails. C'est parce qu'il a besoin de contrôler les choses de A à Z, parce qu'il veut être sûr que tout soit bien fait, pour être sûr de bien être perçu. Le problème, c'est que c'est épuisant de fonctionner comme ça.
D'ailleurs, c'est un des ingrédients du burn-out. Parce que très souvent, le perfectionnisme, c'est quelque chose qui est plutôt cité en qualité dans les CV, dans les entretiens de motivation pour trouver un job. Et finalement, en fait, c'est juste l'ingrédient parfait pour faire un burn-out. Parce que quand on veut faire les choses parfaitement, vraiment tout le temps, bah, la seule chose qu'on arrive à faire parfaitement, c'est à s'épuiser parfaitement et à faire un parfait burn-out. Voilà, donc ça, c'est un petit peu problématique, je trouve. Et finalement, quand on a ce besoin de contrôle et qu'on veut faire les choses soi-même de A à Z et en gérant absolument tout, on développe aussi une hyper-indépendance. C'est-à-dire que comme on sait faire les choses nous-mêmes, parce qu'on a appris à les faire, parce qu'on n'a pas confiance dans la façon de faire des autres, et bien finalement, on se retrouve à tout faire nous-mêmes. Et en même temps, comme on sait qu'on peut faire les choses nous-mêmes, on a de moins en moins confiance dans les autres. Sauf que c'est compliqué d'un point de vue relationnel. Si on n'a jamais confiance dans les autres pour faire quoi que ce soit, comment c'est possible que les autres aient confiance en nous? Donc d'un point de vue relationnel, ça pose problème aussi. Et ce perfectionnisme, il s'accompagne également d'une difficulté à prendre des décisions, d'une difficulté à passer à l'action. Parce qu'on a un besoin de planification qui est très fort. On va faire des listes à rallonge avec toutes les choses qu'il faudrait qu'on fasse à tel moment, quand tous les critères seront réunis. Sauf que le problème aussi qui se pose là encore, c'est que très souvent, il n'y a pas de bon moment pour faire les choses. Et ça, c'est un truc qui est très compliqué à réaliser pour un perfectionniste, parce qu'il veut tellement faire les choses parfaitement, qu'il veut que toutes les conditions parfaites soient réunies, mais ça n'existe pas. Il faut forcément se lancer à un moment. Et malheureusement, le fait de faire des erreurs, c'est ce qui fait partie du processus d'apprentissage et de progression. C'est très rare, et je ne crois même pas que ça existe, de faire les choses parfaitement du premier coup. À chaque fois, on fait un truc, on apprend parce qu'on a fait une erreur, et la fois d'après, on ne fait pas la même erreur. On en fait peut-être une autre. Ou alors on répète la première erreur parce qu'on ne l'avait pas bien comprise. Mais on a besoin de se planter pour réussir. Et donc le perfectionnisme, là où ça commence à être compliqué à gérer, c'est que comme on a une telle exigence envers nous-mêmes, envers ce qu'on veut faire, envers l'image qu'on veut renvoyer aux autres, envers la façon dont on veut être perçu par les autres, le problème, c'est qu'on en arrive à un état de paralysie. Où en fait, quand on veut faire un truc, en fait, on est tellement stressé par toutes ces exigences qu'on se met à nous-mêmes qu'on est dans un état de procrastination. Ça fait écho à ce que je disais dans l'épisode précédent où en fait, notre cerveau, quand il est stressé, il y a 4 solutions. La fuite, le combat, la sidération ou la complaisance. Là, comme le perfectionnisme, c'est un truc qui se passe juste dans notre tête, on ne peut pas trop fuir, on ne peut pas trop combattre, on ne peut pas trop complaire. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête complètement, on freeze et on est dans un état de sidération où là, on se dit « Oh merde, c'est vrai que j'ai ça à faire. Ah ouais, mais je vais pas y arriver. Ah bah je le ferai plus tard. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai ça à faire. » Et la pensée qui va bloquer ce processus, c'est clairement « Mais si malgré tous mes efforts, j'échoue quand même. Et si malgré le fait que je mette tout mon cœur dans ce que je fais, je me rate. Et si jamais je suis mal perçue. Et si jamais. Voilà, ça, c'est vraiment la peur de l'erreur qui vient prendre le dessus sur la situation. Et tu l'as peut-être déjà vécu, le seul moment où des fois ça bascule, c'est quand il y a une échéance, quand il y a une deadline en fait, et que tu es obligé, par exemple, de rendre un devoir à une date précise ou tu as une réunion avec tes collègues à une date précise, et donc du coup tu es obligé d'avoir bouclé ton dossier. Et du coup, le stress que tu ressens, il va continuer de monter, il continue de monter. Et à un moment, en fait, quand l'échéance, elle est très proche, le stress, il est tellement fort que tu vas être obligé de passer à l'action. Mais ça va être dans un moment particulièrement désagréable parce que du coup, tu vas faire les choses dans l'urgence avec toute la culpabilisation de ne pas les avoir faites plus tôt. Vraiment, c'est un enfer mental, tout simplement. Et tu fais subir un stress hyper élevé à ton corps, finalement, aussi, pour que ça se produise de cette manière-là. Et là où c'est aussi problématique, c'est que parfois, tu as une telle exigence face à toi-même et que tu te sens tellement paralysé dans ton passage à l'action que finalement, au bout d'un moment, à force d'être paralysé, tu renonces à tes projets. Alors là, carrément, tu passes de la sidération à la fuite. Tu te dis non, finalement, c'était pas pour moi, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Et là, quand on en arrive là, moi, je trouve qu'au final, on est juste prisonnière de nous-mêmes parce que on s'empêche de faire des trucs juste parce que on a ce perfectionnisme qui nous met des exigences vraiment hyper élevées et que du coup, on n'arrive même pas à commencer une action.
Et là, pour moi, c'est vraiment le summum, c'est l'état de non-retour du perfectionniste parce que on se sent vraiment extrêmement mal et on fait subir un niveau de stress à notre organisme qui est hyper élevé. Et en plus de ça, si jamais tu arrives à renoncer à tes propres projets, tu as un truc de culpabilisation qui vient se rajouter par-dessus. Parce que du coup, tu t'auto-critiques encore plus et tu t'auto-culpabilises. Et vraiment, on ne sort plus de ce cercle. Donc globalement, le perfectionnisme, il est souvent décrit comme une qualité, mais avec la description que je viens de t'en faire, il y a de fortes chances que tu aies conscientisé que c'est pas tellement une qualité, c'est plutôt un enfer à vivre. Très souvent, le perfectionnisme, c'est une réponse traumatique. C'est très probable que dans ton enfance, tes figures éducatives, elles aient eu des exigences très élevées à ton égard. Donc les figures éducatives, ça peut être toutes les personnes qui en fait étaient dans ton environnement quand tu t'es développé en étant enfant. Donc ce soit tes parents, tes grands-parents, la famille plus ou moins proche, les personnes qui t'ont gardé, tes professeurs, voilà, ça dépend de l'influence qu'ils ont eue sur ton système et sur ton développement. Et donc cette exigence, elle peut transparaître de plein de manières possibles et tu peux l'avoir vécue de plein de manières différentes. Par exemple, il y a des enfants qui étaient punis à l'échec. S'ils ramenaient une mauvaise note de l'école, ils étaient punis parce qu'ils avaient ramené une mauvaise note. Ou alors, il y a des enfants qui étaient humiliés ou moqués pour leurs défauts ou pour leurs erreurs. Ah bah tiens, tu t'es trompé à telle question, ah mais t'es vraiment nul. Et enfin voilà, ce genre de petites blagues qui a priori ne semblent pas bien méchantes, en fait, non seulement des fois il suffit d'une fois, mais en plus à la longue, ça peut vraiment réduire à néant la confiance en soi d'un enfant. Et donc l'enfant va adopter les manières de fonctionner de l'adulte, parce que c'est très probable aussi d'ailleurs que les adultes t'aient imposé leur façon de fonctionner, parce qu'ils considéraient que leur façon de faire était meilleure. Et donc du coup, toi, pour pas être exposé aux critiques, tu as adopté leur façon de faire, et aujourd'hui encore tu appliques leur façon de faire, mais c'est pas forcément la bonne solution. Et c'est possible aussi que tu aies été limité dans l'expression de tes émotions sous couvert d'éducation. Parce qu'effectivement, on demande aux enfants de ne pas être trop bruyants, de ne pas pleurer, rire, crier trop fort dans des lieux publics. Mais parfois, ces consignes-là, sous couvert d'éducation, clairement, se greffent aussi dans l'environnement à la maison. Sauf que c'est problématique parce que la maison, le terme maison, le terme home finalement en anglais, il est plus peut-être qu'il correspond plus à l'idée que j'ai envie de dégager. C'est que en fait la maison, le foyer, c'est ça, j'ai trouvé le mot le mot en français. Excusez-moi, je suis bilingue, n'importe quoi. Mais donc le foyer, c'est censé être l'endroit où tu te sens bien, et en fait c'est censé être l'endroit où tu te sens en sécurité, et donc où tu peux te libérer de tes émotions, tu peux t'exprimer librement. Sauf que quand dans ton propre foyer, tu peux pas le faire, finalement, il y a de fortes chances que tu t'empêches de le faire tout le temps après dans ton développement. Parce qu'on t'a appris que, ah non, il faut pas exprimer ses émotions, il faut pas parce que c'est pas bien, parce que t'es pas bien perçu, après tu risques d'être critiqué, tu risques de te faire moquer, enfin voilà, plein de choses. Donc du coup, ok, si j'exprime mes émotions, je ne suis pas une personne parfaite, donc à partir de maintenant, je n'exprimerai plus mes émotions. Comme tu peux le voir, sous couvert de faire les choses bien et d'être bien perçu finalement par les figures éducatives qu'on avait quand on était enfant, des fois ça dérape et on continue de le faire sur la vie adulte. Et je suis pas en train de dire que tes figures éducatives, c'était forcément des mauvaises personnes qui avaient des mauvaises intentions. C'est juste elles-mêmes des personnes perfectionnistes qui ont hérité de ces fonctionnements de leur propre figure éducative, et peut-être même que ça venait des figures éducatives encore d'avant. Mais le problème de tout ça, c'est que finalement, si personne ne s'occupe jamais d'arrêter d'être perfectionniste, on transmet le fardeau d'une génération à l'autre. La croyance qui est associée au perfectionnisme, c'est « je dois être parfaite pour être aimée ». Donc, je n'ai pas le droit d'échouer. Je dois toujours montrer un certain visage aux gens pour être aimée. Je dois toujours envoyer une certaine image pour être aimée. Mes actions doivent être faites d'une certaine manière pour être aimée. Et voilà, c'est assez dur finalement quand on va à la racine du perfectionnisme, parce que finalement, on remonte à la croyance d'un enfant qui croit qu'il ne peut être aimé que sous certaines conditions. Voilà, moi je trouve ça assez triste en fait dans le fond. Se libérer du perfectionnisme, ça demande un énorme travail sur soi, parce qu'on est obligé de travailler sur l'image qu'on a de nous-mêmes, l'image qu'on renvoie aux autres, la façon dont les autres nous perçoivent, et aussi notre rapport à l'échec. Voilà, ça c'est vraiment les points les plus importants selon moi à travailler quand on est perfectionniste.
Et comme tout travail sur soi, ça demande d'y aller par étapes et de revenir peu à peu sur nos exigences. Voilà, très régulièrement, la vie nous donne des occasions de retravailler nos exigences. Par exemple, moi, avec cet épisode de podcast que je galère à enregistrer parce que le mot exigence est particulièrement difficile à dire. Bon sang de bonsoir. Donc j'aurais adoré l'enregistrer du premier coup parfaitement, mais j'ai bugué, donc j'ai recommencé. Voilà, j'y arrive, je suis presque arrivée à la fin de cet épisode, mais clairement cet épisode m'aura moi-même fait travailler sur l'image que je veux renvoyer, mes propres exigences envers moi-même. Voilà, c'est très intéressant d'un point de vue développement personnel d'enregistrer cet épisode, sachez-le. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur le perfectionnisme. J'espère que ça t'aura aidé à changer de point de vue sur ce que c'est que le perfectionnisme et que ça va t'aider à le briser aussi, à faire baisser ton niveau d'exigence envers toi-même. Et j'aimerais conclure en te disant de te rappeler que la perfection, telle que tu l'imagines, elle n'existe pas. Et que la perfection, en fait, c'est d'admettre que les choses sont parfaitement imparfaites. Voilà, donc je t'invite à faire des choses parfaitement imparfaites et à être parfaitement imparfaite, parce que c'est parfait comme ça. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Tu peux également m'écrire si tu souhaites qu'on travaille ensemble. Et moi, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!